Parlons toujours de la recherche et de l'organisation des soins. Avec un exemple très concret alors. GE, General Electric. Robert Sigal, bonjour. GE Healthcare. En partenariat notamment avec l'Agence régionale de la santé d'Île-de-France, vous avez mis en place un projet qui s'appelle Région sans film. En gros, on numérise tout. En quoi est-ce qu'un projet très concret comme ça, le développement de l'imagerie sans film, ça change l'organisation des soins? On est très concret, là, ça devrait vous plaire, monsieur Valencien. Oui, en deux mots, ça fonctionne? Ça fonctionne. Oui, en deux mots, simplement expliquer ce qu'est Région sans film. Il y a 10% seulement des hôpitaux de moins de 300 lits, qui ont 300 lits, qui possèdent des capacités d'archiver des images numériques, de les diffuser dans un hôpital, voire en dehors de l'hôpital. Donc là, le projet vise tout simplement à permettre à 20, 30, voire 90 hôpitaux de la région parisienne de stocker, de diffuser leurs images entre eux et vers les professionnels de santé. Donc c'est un partenariat effectivement entre GE et Orange. GE fournit des méga data centers et les infrastructures de télécommunication, et GE fournit l'intelligence qui permet de voir les images, de les traiter, etc. Est-ce que ça a changé la donne? Alors ça va changer la donne parce que la première demande des médecins, c'est tout simplement la continuité des soins. C'est tout simplement d'avoir un dossier médical le plus complet possible, et on connaît le rôle de l'imagerie actuellement dans la prise en charge des patients, à tous les stades, mais pour toutes les maladies chroniques en particulier, par exemple le cancer, qui est devenu une maladie chronique. Et donc le fait d'être capable, quel que soit le professionnel, dans les différents hôpitaux ou en ville, de suivre le dossier patient, sera un plus fondamental. Et est-ce que ça change la donne pour la recherche? Oui. Quand même pas. Si, ça va changer, parce que la première étape, c'est une fusée à 3 étages. La première étape, c'est purement les images. L'étape 2, ce sera assez logiquement la jonction avec le DMP. Et l'étape 3... c'est le dossier médical personnalisé. Et l'étape 3, ça avance. Les deux avancent en parallèle. J'aimerais l'année prochaine, à la même moment, vous dire que ça a bien avancé. Mais l'étape 3 qui vise la recherche, c'est tout simplement de dire que la recherche publie de plus en plus d'informations. Je pense à toutes les omiques, à toute l'anatomopathologie, toute la biologie pour fournir des informations. Il y a l'ensemble des données patients. Et l'ensemble de ce qu'on appelle un dossier patient personnalisé doit servir de base pour les essais thérapeutiques, pour la recherche de santé publique. Donc oui, ça va dans le sens tout à fait de mettre en place des infrastructures qui seront utiles pour la recherche biologique ou la recherche de santé publique. Absolument. Je regarde l'heure parce que je sais que vous avez des obligations. 11h57. Vous accordez encore 3 minutes? Merci, merci infiniment. Juste parce que le temps de parler quand même à Monsieur Lajoux. Monsieur Lajoux, vous êtes patron de la LEM, vous êtes patron de la FEFIS, mais je n'oublie pas que... Président, c'est pas la même chose. C'est intérimaire, ce président. Hein. Mais je n'oublie pas que vous êtes alors là patron d'un grand groupe. Oui. Un grand groupe. Oui, bien sûr. Est-ce que les grands groupes peuvent aider? On a beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez aider les PME pour passer de la recherche et l'innovation dans l'organisation? Est-ce que par exemple, quand vous partez à New York ou à Cambridge, vous pourriez emmener une PME dans vos bagages? Créer des ponts. Oui, alors je ne vais peut-être pas répondre à l'exemple précis. Les grands groupes doivent aider, les grands groupes doivent jouer un rôle. Mais je dirais aussi qu'ils n'ont pas le choix. Tout à l'heure, j'entendais André Sirota faire le constat de ce qu'il n'y avait pas, de quelques rendez-vous manqués. Le groupe que je préside, la France aujourd'hui de ce groupe, fait aussi le constat d'un certain nombre de rendez-vous manqués. Et quelque part, ils ne sont pas très éloignés de ceux qu'évoque André Sirota. Ce qui montre bien que quand on a une présence importante dans un pays, eh bien, l'impulsion qui est donnée à la fois par la recherche académique et l'impulsion qui est donnée par la recherche privée ou les orientations stratégiques qui sont données par des grands groupes ont effectivement une incidence extrêmement importante. Donc ce qui est nouveau dans un grand groupe, puisque là vous parlez de mon groupe, je peux vous le dire très clairement. Sanofi, Sanofi, bon, très, très clairement. Aujourd'hui, il y a une coopération totale avec Avisan. Je pense même qu'on est un des premiers importants comptes, je dis bien un des premiers parce qu'il va y en avoir d'autres, un des premiers importants contrats signés avec Avisan, que l'on réfléchit très précisément. Une question était posée précédemment sur le type de structure qu'il fallait faire venir dans le pays. Est-ce qu'il faut faire venir des centres de recherche avec 200 personnes? Très précisément, on est en train de travailler là-dessus en se disant qu'il faut des structures souples, il faut des structures flexibles, il faut maintenir les chercheurs français dans le pays, et éventuellement faire revenir des chercheurs français de talent qui sont dans d'autres pays et leur donner les moyens de développer un laboratoire sur le territoire français et de continuer à travailler avec eux. J'étais très attentif à ce que disait André Choulika tout à l'heure sur les 150-200 entreprises qui sont aujourd'hui à France Biotech. Il faut effectivement que nous travaillions avec ces sociétés. Alors je vais dire, c'est d'autant plus facile que je ne vais pas aider ma démarche, que nous n'avons pas le choix.
Sinon, les grands groupes vont s'asphyxier tout seuls. Ils vont mourir dans leur bureaucratie. On a aujourd'hui dans nos centres de recherche plus de personnel affecté à des fonctions administratives, à des fonctions hiérarchiques, qu'à de véritables fonctions de recherche. Donc il faut faire ce constat, il faut réorganiser nos entreprises, il faut nous ouvrir à l'extérieur, il faut travailler avec la recherche académique, il faut trouver du maillage avec les petites sociétés, qui ne soient pas uniquement des sociétés pharmaceutiques, ça a été dit largement, l'imagerie, le diagnostic, la biologie, ce sont les éléments vers lesquels nous devons aller. Il faut créer de nouvelles façons de coopérer, de nouveaux maillages, et c'est ce que, en tout cas, l'entreprise que je représente ici, mais je ne suis pas là au titre de l'entreprise, s'efforce de faire, ce qui est une véritable, comment dirais-je, changement stratégique. Mais c'est un changement stratégique qui n'est pas propre à Sanofi. C'est un changement stratégique que l'on voit pour tous les grands groupes internationaux, que l'on voit pour GSK, que l'on voit pour Lilly, que l'on voit pour Novartis, que l'on voit pour l'ensemble de ces entreprises. Parce que sinon, nos entreprises, et on le voit bien, face à la révolution scientifique majeure à laquelle nous assistons aujourd'hui, ont la nécessité de réconcilier leur vision, de réconcilier la vision de la recherche privée avec la vision de la recherche publique, ont la nécessité de relire les causes des maladies et l'évolution des maladies, et cette relecture de la maladie dans le nouveau dialogue entre le génome et l'environnement nous amène à redéfinir les modèles de recherche et les modèles économiques qui seront ceux de la recherche de demain. Les temps sont difficiles pour l'industrie du médicament. Aujourd'hui, on le sait, et pas uniquement pour des histoires franco-françaises, mais les temps sont difficiles en termes économiques, mais ils sont passionnant, parce que j'ai quelque part le sentiment qu'on est en train de vivre la révolution que l'on a connue avec l'informatique, la révolution que l'on a connue il y a beaucoup plus longtemps avec la machine à vapeur. Et ça, je trouve que c'est inscrire nos entreprises dans une mission de santé publique et de service pour la collectivité, sans bien sûr rien nier de la dimension économique, parce que d'autres pays mesurent bien la dimension économique. Le Brésil le sait, la Chine le sait, l'Asie le sait, et il convient que nous, les détenteurs historiques de la pharmacie, pays de Pasteur, ça a été dit tout à l'heure par Alice Dautry, nous ne perdions pas non plus cette dimension économique qui doit permettre d'assurer du progrès thérapeutique. Je vous jure que je ne mange pas, il est midi 2. Je vous libère à midi 4, 35 secondes. Elle n'est pas à l'heure, Vous savez qui... Voilà, juste, logiquement, on devrait parler des partenariats publics-privés. On en parle juste après. Il faut qu'il y ait un rendez-vous extrêmement important. Beaucoup de choses passionnantes ont été dites avant que vous nous quittiez. Juste pour vous dire, quand même, il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui me semble importante, qu'on avait souligné dans le plan stratégique pour Avisan et qui n'est pas propre à la France, c'est le rôle des associations de malades et des interactions entre recherche et malades. C'est une chose qui prendra de plus en plus d'importance dans l'avenir. Les NIH américains y attachent beaucoup d'importance, le MRC aussi. Et à l'INSERM, nous avons à peu près 400 associations de malades actuellement auxquelles on donne un rôle de plus en plus important, car il ne peut pas y avoir de recherche, il y a l'industrie, on l'a dit, mais le malade est une chose, et l'entourage des malades joue un rôle, je n'ai pas le temps de le détailler, mais considérable dans l'évolution de la recherche aujourd'hui. Juste un mot quand même, si, il est 3, vous avez voté à 4. Il n'y a pas d'embouteillage. Et je sais que vous avez un rendez-vous important. Ça veut dire proximité à chaque fois, l'importance de la proximité, il faut être ensemble, proximité géographique. Oui, non mais... les proximités géographiques, on est un petit pays, ce n'est pas le problème essentiel, c'est simplement la proximité des acteurs à l'endroit voulu. Et encore une fois, tout ça doit être... je veux simplement vous dire, la recherche n'est pas la politique d'aménagement du territoire. Et ça, quel que soit, on a discuté encore récemment avec les parlementaires encore hier, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, tout le monde est d'accord. Par contre, il y aura un changement de paysage du fait des investissements d'avenir. Ces investissements d'avenir vont changer considérablement le paysage français. Il va falloir qu'on regarde dans le deuxième semestre 2011 tous ensemble qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que l'on fait. Il y aura des grandes universités, il y en aura qui seront plus petites, il y en a qui feront plus de recherche, d'autres moins. Je pense qu'il y a de la place pour toutes les universités, il y a de la place pour des petites équipes extrêmement valeureuses en tout point de la France. Il y a les industriels qui sont aussi répartis en France. Je pense que dans le deuxième semestre 2011, tout ceci devra être l'objet de discussions importantes. Voilà. Il est 11h04, 12h04, merci. Merci beaucoup de nous avoir donné ce temps-là. Nous savons que vous avez un rendez-vous extrêmement important. Non, gardez le micro, Pierre Teillac.
la logique de tout ce qu'on avait dit, c'était d'aboutir au PPP, au partenariat public-privé. En quoi est-ce que l'ARIS va pouvoir jouer encore, monsieur le facilitateur, puisqu'on vous appelle comme ça maintenant, en quoi est-ce que vous allez faciliter la recherche et l'innovation? Comment est-ce que la recherche, ou du moins le partenariat public-privé, va faciliter ou améliorer la recherche et l'innovation? J'en avais dit 2 mots, parce que Christian Lajoux avait eu la gentillesse de m'inviter à Santé 2025, et pour savoir un petit peu quel allait être un petit peu l'avenir, d'ailleurs Dessinons demain, c'est l'avenir. Eh bien, l'avenir de la recherche, c'est un peu, peut-être un peu violent, parce que je vais le dire très brutalement. L'avenir de la recherche, il n'est pas forcément à l'intérieur des industries. Pourtant, je défends le côté industriel. Et je le dis très brutalement, volontairement. Il n'est pas utile, et André Sirota le sait, il vient de partir, mais je lui ai déjà dit, il n'est pas utile qu'une entreprise ait sa propre INSERM à l'intérieur de l'entreprise. Ça ne sert à rien. On enlève la R&D. Non, justement. Quand même pas. Justement. On l'aide à améliorer ses résultats. La recherche publique a une obligation de moyens. Et ce qui lui a été reproché, c'est peut-être, non pas de ne pas trouver, mais peut-être de mal utiliser les moyens qui lui étaient mis à disposition par l'État, pour ceux qui veulent être critiques. Mais elle n'a pas une obligation de résultat, elle a une obligation de moyens, de bien utiliser les moyens et d'avoir un certain nombre de découvertes qui se font. La recherche privée, elle a une obligation de résultat. C'est fondamental comme différence. Et si la recherche privée se focalise sur son obligation de résultat et que la recherche publique se focalise sur ses obligations de moyens, on aura un résultat commun qui sera bien mieux que d'essayer d'avoir chacun dans nos entreprises un petit INSERM, un petit machin, ou chaque INSERM avec sa petite truc de valorisation. Les PPP, ça ne servirait à rien. C'est pas le mariage de la carpe et du lapin. Et pas du tout. Je viens de vous en faire la démonstration, j'espère. Les ITMO, vous adorez les acronymes. Institut technologique multi-organisationnel, c'est facilitateur, ça aussi? Mais c'est facilitateur en ce sens qu'au niveau de l'INSERM, et via Visan, il y a des grandes thématiques par pathologie ou par problématique qui ont été créées. Et il est bien logique que ce soit fait au sein de ces ITMO. Vous avez un ITMO sur la pathologie infectieuse, un ITMO sur la pathologie cancéreuse, un ITMO sur les technologies. Donc ce sont des problématiques ou des segments de la pathologie qui sont traités. Et ça va vers l'industrie? Mais les ITMO, c'est très important parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises, on est un petit pays. Vu des États-Unis, vu de Shanghai ou vu de l'Inde, la France, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent être attractifs, ils inventent l'Oxys. Qu'est-ce qu'ils font? Les ITMO donnent des axes précis de recherche et d'excellence du pays. Et ça, c'est un point important. Et à un moment donné, quand on regarde la France de l'extérieur, on dit, eh bien, Avisan travaille sur ces axes-là. Et si on va en France, parce qu'on parle d'attractivité, attractivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut investir en France dans certains projets, plutôt qu'en Angleterre, plutôt qu'en Chine, plutôt qu'en Inde. Et pourquoi on viendrait investir chez nous? Parce qu'il y a des équipes d'excellence, parce qu'il y a des équipes de premier plan qui communiquent au niveau international, parce qu'il y a des supports techniques, parce qu'il y a à côté une biologie, il y a du diagnostic, parce qu'il y a de l'imagerie qui permet effectivement, le jour où un industriel international investit en France, d'être assuré qu'il va trouver dans le pays les hommes, le matériel, les structures et la démarche. Je suis assez d'accord avec Pierre Teillac, et la démarche qui consiste à être une démarche qui doit aboutir effectivement sur un projet, sur de l'innovation. Alors c'est vrai que c'est vrai que c'est difficile, mais quand on dit qu'après que les ITMO sont dans le diabète, que les ITMO sont dans le cancer, que ça donne une autre orientation. Bon, merci.